15 mai 2012, journée exceptionnelle sur Europe 1 consacrée à la passation de pouvoir. Vous allez vivre ces moments historiques à partir de 10h en direct. Mais avant cela, on va essayer de s'intéresser à la personnalité de ce 7e président de la 5e République. Comment a-t-il gravi petit à petit les marches du pouvoir jusqu'à celle de l'Élysée dans quelques minutes? Eh bien, on en parle ce matin avec le journaliste et écrivain Denis Jambard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur d'un documentaire qui a été diffusé dès lundi soir, un portrait de François Hollande. Ça a été diffusé sur France 3, de Tulle à l'Élysée, il n'y a qu'un pas. D'après vous, Denis Jambard, que se passe-t-il dans la tête de François Hollande à 9h11, à 49 minutes de son arrivée à l'Élysée? C'est un homme secret, on l'a beaucoup dit, discret en tout cas, réservé. On a beaucoup dit normal. D'ailleurs, tiens, commençons par ça. Normal. Est-ce que c'est vraiment un terme qui lui correspond ? Oui, parce qu'il mène une vie normale, mais en même temps, c'est un homme assez paradoxal, parce que comment conjuguer cette normalité avec une ambition qui est hors norme? C'est ça qui est compliqué chez ce personnage, vous l'avez souligné, il est secret, il est pudique. Et d'ailleurs, moi, ça a été tout le travail que j'ai essayé d'effectuer, c'est de percer cette normalité. Mais il est profondément normal, vous savez, déjeuner ou dîner avec lui, il n'y a pas de solennité, il est drôle, il est plein d'humour. En même temps, d'ailleurs, l'humour, c'est un moyen pour lui de se protéger. Je me souviens qu'un jour, il m'avait dit, parce que je lui demandais comment il supportait les attaques, les critiques, tout ce qu'on a pu dire sur lui, vous savez. Et il m'a dit, comme j'ai le sens de la dérision sur moi-même, ça me protège de tout. Et il est très carapacé, mais en même temps, il est extrêmement agréable. Un dîner avec lui, c'est un moment d'amitié, de camaraderie, comme on ne l'imagine pas. Alors, je repose ma question, même si je sais que vous ne pouvez pas y répondre. François Hollande pense à quoi ce matin? Est-ce qu'il pense au petit garçon qu'il était et qui avait déjà une forme d'ambition? Est-ce qu'il pense à son parcours à l'ENA? Est-ce qu'il pense à ses premiers pas vraiment politiques? Moi, je crois qu'il pense à sa mère. Je pense que sa mère a énormément compté dans son existence. Je ne l'ai pas connue, mais de ce que j'ai pu retirer comme impression et comme témoignage, c'était une femme vraiment exceptionnelle, très généreuse, très tournée vers les autres. Mais on ne peut pas exclure aussi qu'il pense à son père, parce son père était un homme, et toujours d'ailleurs, il est toujours en vie, absolument. Il vit dans le sud de la France. Oui, absolument, plutôt à droite, et même à la droite extrême, Algérie française. Et il s'est construit politiquement face à son père, qui avait une vision, comme il le dit d'ailleurs dans le film, noire de la société. Et lui, du coup, il a une vision optimiste. Mais ça a beaucoup compté pour lui. Et je pense qu'il pense d'abord à ses parents et sans doute aussi à ses enfants. C'est intéressant, voilà, justement, parce que dans le documentaire, lui qui est si pudique, comme vous le disiez, il parle, c'est vraiment très rare d'ailleurs, il parle de ses enfants, de sa famille. Il dit d'ailleurs, 4 enfants, avec Ségolène Royal, n'a pas forcément eu beaucoup de temps pour s'occuper d'eux, mais quand même. Et ce que disent les proches de François Hollande, c'est qu'il y avait la politique et les enfants, point barre. Oui, rien d'autre. Il n'y avait que ça, il n'y a pas d'autre vie sociale. Et c'est vrai que de ce point de vue, il est très normal. Pour moi, c'est une sorte de cadre supérieur dans la politique, c'est-à-dire qu'il y a le travail qu'il absorbe totalement, et le travail en l'occurrence, c'est la politique. Et c'est très prenant, d'autant qu'il est député de Corrèze, donc c'est énormément de déplacements, de travail de terrain. En plus, c'est un homme de terrain. Oui. Il ressemble beaucoup à Jacques Chirac de ce point de vue. Et puis par ailleurs, l'autre partie de sa vie, ça n'a été que ses enfants, et les témoignages qu'on a pu recueillir, y compris de son fils Thomas, qui est le seul à s'exprimer finalement, c'est que les enfants n'ont jamais souffert de l'absence de leurs parents. Et là, je parle aussi de Ségolène Royal, qui était aussi très présente au téléphone. Donc, je crois qu'il a reproduit le modèle familial qu'il avait connu pendant son enfance, c'est-à-dire une enfance extrêmement heureuse, et il a essayé d'offrir à sa famille une enfance, à ses enfants, une enfance et une adolescence d'une famille française heureuse, tout simplement. Alors, au moment où nous évoquons... Il a le goût du bonheur, cet homme-là.
au moment où nous évoquons la vie de François Hollande, je précise qu'on en est au dernier préparatif à l'Élysée et on a pu apercevoir sur place les invités qui vont assister à cette cérémonie d'investiture. Il y a d'ailleurs des personnalités du monde des médias bien connues. On a aperçu Pierre Lescure qui a beaucoup soutenu François Hollande pendant sa campagne. On a aperçu aussi Claude Sérillon, Bruno Mazur, peut-être plus surprenant, ex-star du 20h, qui fait partie des invités médiatiques entre guillemets de François Hollande. Tout est prêt et puis évidemment le premier cercle dont Manuel Valls fait partie qui se trouve déjà sur place prêt à accueillir le tout nouveau président. Il est 9h15, donc dans 45 minutes précisément, François Hollande franchira la grille du palais de l'Élysée pour cette cérémonie d'investiture. Il y a quelque chose de très marquant dans votre documentaire Comment devenir président, qui a été diffusé, je le disais, sur France 3. C'est la ténacité politique de François Hollande. Il choisit, on l'a beaucoup dit, la Corrèze. C'est une mission quasi impossible de s'implanter là-bas au début des années 80, alors que Chirac est la grande star politique du moment. En même temps, c'est très révélateur de son personnage. J'aime beaucoup l'expression qu'il utilise pour qualifier au fond son engagement en Corrèze. Il dit, parce qu'il va affronter Jacques Chirac en 81. Alors, il est porté par la victoire de la gauche, évidemment, la vague rose, comme on a dit à l'époque, mais il sait bien qu'il va être battu néanmoins, puisque Chirac est dans son territoire, qu'il a beaucoup travaillé, investi depuis près de 15 ans. Et il dit, mais en politique, il vaut mieux rentrer par la porte du haut que par le soupirail. C'est-à-dire qu'il a tout à fait conscience qu'en allant affronter Jacques Chirac, lui qui est totalement inconnu à l'époque, alors personne ne sait qui c'est, même s'il s'est fait remarquer en créant un syndicat. Veste terrible non, il ne se prend pas une veste terrible. Il est élu au premier tour la première fois. Non, mais Chirac est élu Chirac. Oui, mais il est à 400 voix d'un ballottage, ce qui est un événement. Et donc la défaite de Hollande n'est pas ridicule. C'est un personnage totalement inconnu. Il débarque sur un territoire où on ne l'a jamais vu. Il est normand, lui. Normand, passé ensuite par Neuilly. Comme Sarkozy, d'ailleurs. Ils auraient presque pu s'y croiser. Et donc, il débarque là. Et en quelques semaines, quand même, il arrive à mordiller un peu les mollets de Jacques Chirac. Et ce qui est fascinant, qui montre en effet ce que vous appelez sa ténacité, son obstination, il décide de rester. Et il va mettre 7 ans à conquérir ce territoire pour devenir député en 1988. Il subira des échecs, mais il ne lâche jamais. Et ça, je pense que beaucoup de ses rivaux à l'intérieur du Parti socialiste l'ont négligé. Absolument. Denis Jeanbart est avec nous, c'est le jour J et l'heure H pour François Hollande. Dans un instant, Olivier Duhamel, éditorialiste à Europe 1, sera également à nos côtés. Et puis nous irons faire un tour du côté de la rue Cauchy, le domicile de François Hollande. Stéphane Place est l'un de nos envoyés spéciaux pour vous faire vivre en direct cette journée historique sur Europe 1. Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Le tapis rouge à l'Élysée. Les premiers invités ont fait leur apparition et ont pris place maintenant dans la salle des fêtes où aura lieu dans un peu plus d'une heure la cérémonie d'investiture. Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Jean-Louis Georgelin, est déjà sur place lui aussi. Et avec Denis Jeanbart, nous parlons de François Hollande, de son parcours, de sa personnalité. Olivier Duhamel est avec nous également. Bonjour Olivier. Bonjour. Éditorialiste à Europe 1. Vous avez entendu évidemment attentivement ce que disait Denis Jeanbart. Qu'est-ce qui vous frappe le plus au fond dans le parcours et dans la personnalité de François Hollande ? Je crois que c'est l'opiniâtreté et le fait que presque personne, évidemment pas Denis Jeanbart, mais presque personne, si peu de personnes l'ont vu venir. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que va devenir président de la République quelqu'un qui a été à ce point sous-estimé et par ses adversaires et par ses amis politiques. Monsieur 3%. Parce que c'était le score qu'on lui accordait dans les sondages pour les primaires au tout début de sa campagne. Voilà, les sondages ne faisaient que refléter cette espèce d'aveuglement collectif sur la force politique de François Hollande. Denis Jeanbart, qu'est-ce que ça vous... C'est vrai ? Oui, non, c'est vrai, mais il fallait comprendre que cet homme s'était préparé depuis longtemps. Et en réalité, il avait dû laisser passer son tour en 2007 parce que l'année 2005... Il faut jamais oublier qu'en 2004, il était l'homme de l'année en politique pour le point. Il avait tout réussi, 3 élections, et donc c'était un personnage considérable. Et puis il y a le traité constitutionnel, le vote non, il s'était beaucoup engagé en 2005. Et là, les difficultés commencent et il
peut pas se présenter en 2007, même s'il a cette idée-là en tête. Je me souviens d'une conversation avec lui en juillet 2006, où il m'avait dit, si Ségolène Royal s'effondre à la fin du mois de septembre, je ne laisserai personne d'autre y aller à ma place. Et d'ailleurs, Lionel Jospin, qui attendait un geste de sa part pour se présenter, ne l'a jamais reçu. Il laissait tout ouvert. Et puis, il a compris à la fin du mois d'août 2006 que les choses étaient jouées et que Ségolène Royal serait candidate. Donc, il a laissé passer son tour et puis il s'est projeté sur 2012. Mais il a fait ce travail de réflexion dont on parle beaucoup. On dit qu'il s'est retiré. Oui, voilà, oui, quand moi il a quitté le Parti je peux socialiste emporter le témoignage. en 2008. Pour tout vous dire, c'est que je dirigeais les éditions du Seuil en 2008 et je l'ai vu à ce moment-là parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Droit d'inventaire, dans lequel, au fond, il disait tout de ses ambitions. Et il se décrivait comme un homme libre, indépendant, et il décrivait finalement déjà son projet. Et dans cette période de solitude à laquelle il a beaucoup réfléchi et qu'il jugeait nécessaire, il s'est préparé pour cette bataille présidentielle, comme un champion qui prépare des Jeux Olympiques. Olivier Duhamel, on a le sentiment que pour accéder à l'Élysée, il faut avoir soit une blessure, soit un besoin de revanche. Ça fait partie de la légende politique, ça ? Non, c'est vrai que les échecs endurcissent. Mais je voudrais insister sur préparer depuis longtemps. On est bien d'accord qu'il s'était préparé depuis longtemps, Denis Jeanbart. Mais très franchement, François Mitterrand s'était préparé depuis longtemps. Jacques Chirac s'était préparé depuis longtemps. Valéry Giscard d'Estaing s'était préparé depuis longtemps. Nicolas Sarkozy s'était préparé depuis longtemps. Et tous ceux-là, on les avait vus venir. Et tout cela, on pensait bien qu'il serait très certainement candidat et peut-être président. Et Hollande pas. Ça, c'est quand même sa particularité. Oui, mais je suis d'accord avec ça parce que c'est un homme qui masque son jeu depuis toujours. Il masque son jeu et il est en train de finir de se préparer probablement. Stéphane Place, vous êtes dans le 15e arrondissement, rue Cauchy, à quelques mètres du domicile de François Hollande. Tout est prêt pour le départ ? Écoutez, oui, c'est un peu comme le départ d'une étape du Tour de France. Il y a une vingtaine de motards de presse qui sont alignés devant cet immeuble. Également maintenant des policiers qui arborent leur brassard officiel. Les proches de François Hollande qui sont présents. On a vu tout à l'heure Stéphane Le Foll qui fut son bras droit pendant toute cette campagne électorale et qui s'est donc rendu ici dans le 15e arrondissement de Paris où le président élu s'apprête effectivement à embarquer dans une voiture qui sera escortée par la police nationale pour rejoindre l'Élysée, où il pénétrera dans la cour d'honneur, normalement à partir de 10h, vers 10h. À tout à l'heure, Stéphane Place. Olivier Duhamel, encore un mot sur cette journée que François Hollande veut la plus sobre possible. C'est dans l'esprit du personnage, quoi. Absolument, pleinement. Mais ce qui est intéressant, c'est que une passation de pouvoir est toujours en soi quelque chose d'un peu historique, mais ça finit par devenir banal. Mais ce qui est très intéressant dans l'élection de François Hollande, c'est que ça met quand même la fin à une exception qui voulait que, hors Mitterrand, aucun socialiste ne puisse remporter l'élection présidentielle. Et comme en France, l'élection présidentielle est l'élection décisive, je pense que la journée d'aujourd'hui marque, avec l'avènement d'un deuxième socialiste à la présidence de la République, la banalisation définitive. Quelque part, la démocratie française achève son apaisement, sa normalité d'une démocratie où l'alternance se produit dans le calme et est acceptée et où un socialiste comme un conservateur peut très bien accéder à l'Élysée. Merci beaucoup Olivier Duhamel, merci aussi à Denis Jeanbart d'être venu ce matin sur Europe 1.